Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse tout à fait exceptionnelle, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Monod, que vous connaissez, parce qu'on a eu le plaisir de le voir il y a à peu près 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Et compte tenu de l'actualité extrêmement intense, en ce jour d'enregistrement, par exemple, monsieur Thierry Solaire, qui avait organisé les primaires pour le Parti des Républicains, donc a démissionné de son poste de grand porte-parole de monsieur François Fillon. Et on ne sait pas trop si M. Fillon va se maintenir finalement ou pas. Voilà. Donc, afin qu'on ne soit pas en retard sur l'actualité qui va suivre. Mais la raison pour laquelle j'avais demandé à Bernard Monod d'être là pour commenter cette revue de presse tout à fait particulière, eh bien, c'est à cause de ce papier. C'était sorti le 23 janvier 2017. Et c'est la feuille de route, en anglais ils appellent ça de roadmap, Inception Impact Assessment. Alors c'est une proposition pour une initiative européenne sur les restrictions des paiements en liquide. Alors pour résumer, techniquement on va vers la suppression du liquide, hein. Ça on le savait parce que c'est en cours déjà, grâce à l'actualité on l'a vu, mais là c'est la première fois que nous avons un document officiel, parce que s'il ne voulait pas supprimer le liquide, il ne l'aurait pas pondu déjà, c'est QFD. Forcément. Hein. Forcément, on est d'accord. Alors Bernard Monod, vous êtes au Parlement européen, donc vous êtes au cœur de la bestiole, hein. Vous êtes vraiment notre invité. Dans la bête. Vous êtes dans la bête, et donc ça sera une commission, l'initiative donc va démarrer en 2018. Alors j'ai pu le lire, vous pouvez aller sur quotidien.com, télécharger le PDF. Alors je précise, c'est un anglais juridique, et pire, c'est un anglais juridique américain. J'ai pu voir qu'en fait c'est un langage typiquement d'avocat américain, parce qu'il y a tout un tas d'incohérences. Enfin, je veux dire, c'est cohérent dans le cadre d'un pays, aux États-Unis, mais c'est incohérent chez nous. Alors, Bernard Monod, est-ce que vous avez vu passer cette feuille de route, cette fameuse feuille de route qui va nous conduire, parce que si on parle de route, hein, au bout, hein, donc on a la suppression totale du liquide. C'est la tyrannie de l'Union européenne qui se met en marche. C'est tout à fait incroyable. J'aurais jamais imaginé que ça arrive aussi vite. Hélas, oui, je l'ai vu passer, parce que nous sommes, comme vous le savez, nous les patriotes français du Front National, très attentifs, effectivement, nous sommes en veille stratégique permanente, donc depuis des années, mais les choses s'accélèrent, effectivement, et on l'a vu, effectivement, sortir, c'était quand, oui, le 23 janvier. Oui. Au sein du mouvement donc de l'Europe des Nations et des Libertés, ainsi qu'au Front National, et dans le cadre de la campagne de Marine Le Pen, nous tirons le signal d'alarme sur ce danger qui se présente. Moi, j'analyse un peu Parce que les médias n'en ont pas trop parlé, hein. Oh, bien sûr que non, de toute façon, ça passe complètement inaperçu, surtout dans le débat politique actuel. Et donc, moi, j'analyse ça de la manière suivante, si vous permettez. On est en train de commencer à subir une répression financière, et ça, c'est un des éléments. Comme l'ensemble du système est un château de cartes prêt à s'effondrer, le régime capitaliste est en train de souffrir énormément par rapport au taux d'intérêt négatif, notamment à court terme, à long terme un petit peu moins maintenant, mais les grandes puissances sont en train de passer structurellement en taux d'intérêt négatif. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est la négation du capitalisme, puisque quand on a des taux d'intérêt négatifs, par définition, ça consomme du capitalisme. C'est une aberration. C'est une aberration. Lors du comité de politique monétaire ce vendredi, nous avons voté à la majorité l'instauration d'une politique d'assouplissement monétaire avec des taux d'intérêt négatifs pour relancer l'inflation et atteindre notre objectif de hausse des prix de 2% dès que possible. Voilà, alors comment vont-ils essayer de s'en sortir de l'effondrement de ce système-là? La première étape, c'est effectivement de mettre en place l'ensemble d'un régime de totalitarisme financier, et je pèse bien mes mots, totalitarisme financier, avec l'union bancaire, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez. Oui. 2, en France, la loi de Sapin 2 sur l'oblogage des retraits dans les contrats d'assurance vie. Et les assurances vie, voilà. et les retraits bancaires aussi. Voilà, tout à fait, absolument, et peut-être même les livrets d'épargne, etc. Donc ça, c'est, vous voulez, le deuxième étage de la fusée après l'union bancaire, sachant que ça, c'est européen, et la loi de Sapin 2, c'est français. Donc en France, l'administration fait toujours plus de zèle. Le troisième volet, c'est effectivement commencer à réduire l'argent liquide. Ça, c'est une volonté qui vient de très loin, puisque ça a été même une recommandation l'année dernière du Forum économique mondial. Ah, mais on l'a vu, c'est organisé. 2016, hein. Voilà, c'était une des 2 conclusions. Organisé. Donc, c'était effectivement mettre en place la fin d'une société d'argent liquide.
Et puis, troisième volet, qu'on ne voit pas trop venir également, c'est la crypto-monnaie. Vous savez que le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et donc, si vous voulez, quand on regarde toute cette réaction en chaîne, tout le dispositif est en train de se mettre en place de manière complètement aveugle pour l'ensemble du grand public et des citoyens. Mais de fil en aiguille, progressivement, l'étau se resserre, la répression financière se prépare, et c'est la mise en place d'un nouveau régime de répression financière et de totalitarisme financier. Voilà. Alors, ça va se traduire comment pour les épargnants ? Ça va se traduire que... Parce que déjà, avec les taux négatifs, là, par exemple, on a vu les États-Unis qui commencent à faire leur emprunt Jeanne d'Arc, enfin, les bons du Trésor Jeanne d'Arc, c'est-à-dire sur 100 ans, hein, donc sur 4 générations, techniquement. C'est un rééchelonnement de dette au niveau du surendettement des États, donc ils essaient de s'en sortir comme ça. Le seul problème, c'est que... Alors, on va en venir peut-être à l'euro, parce que c'est quand même ça le sujet. Oui, bien sûr. On nous dit que l'euro, ça coûte rien. C'est totalement faux. Ça a déjà coûté depuis 2010 aux Français 12 milliards d'euros par an pour sauver l'euro-monnaie unique et le système bancaire. Et sauver la Grèce. Ça passe bien entendu justement par la Grèce, la zone euro, etc. Le deuxième volet, c'est que vous disiez les taux bas, mais les taux bas, c'est aussi un manque à gagner sur les placements. C'est taux négatifs. Voilà, mais quand on parle de l'assurance vie, si vous voulez, aujourd'hui c'est encore à 2,5, mais probablement ça va tangenter vers 0. Ça a déjà baissé anormalement. Et donc tout ça, c'est un manque à gagner que nous, on a plus ou moins chiffré sur l'assurance vie à 50 milliards d'euros par an. Et sur les placements traditionnels dans les comptes titres, les placements sur livret, c'est environ 20 milliards d'euros par an. 50 plus 20, 70. Se rajoute ça, si vous voulez, ce qui a déjà été décaissé pour sauver l'euro, c'est environ 72 milliards. Donc on est au bas mot déjà à 120 milliards de coûts de la facture de sauvetage de l'euro-monnaie unique depuis 6 ans. Voilà. Donc c'est ce qui pèse. Voilà. Et donc, on nous dit de l'autre côté, la sortie de l'euro serait une catastrophe. Oui, tiens, justement, voilà. j'ai imprimé parce que je voulais aborder la question avec vous, mais bon, vous m'avez précédé. Alors c'est très intéressant. Alors, sortie de l'euro, les effets désastreux du projet FN. Alors, sans aller dans le projet du FN, dans la revue de presse, tous nos spectateurs, lecteurs l'ont vu maintenant depuis 8 ans, depuis que Wall Street a explosé. L'euro nous a coûté une fortune, d'une part parce que la France a donné sa garantie aux emprunts de la Grèce et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui a coûté extrêmement cher, comme vous le soulignez si bien, au peuple français, d'ailleurs, pas qu'au peuple. À tout l'Occident, tous les peuples occidentaux. Exactement. Et on voit la faillite des banques, notamment Unicredit, la Deutsche Bank, la Montepaschi, évidemment. Vous êtes donc à Bruxelles. Qu'est-ce qui se dit ? Ça les inquiète pas là, de voir toutes ces banques en faillite les unes les autres qui sont... je vous donne un exemple. Unicredit a été sauvé par, je crois que c'est 9 milliards. Et la Montepaschi... on parle de 5,5. Non. Si on rajoute tout depuis le début, on arrive grosso modo à 8 ou 12 milliards. Je vous donne ça de tête. Hein, donc ça, c'est les Italiens qui ont payé ça de leur poche et qui ne va pas dans les constructions. Ça n'inquiète personne, là, si vous êtes entouré de quoi ? Ils sont tous pro. Nous, ça nous inquiète. Nous, ça nous inquiète pour nos compatriotes. Mais pour les autres, sont dans le déni de la réalité. Donc, si vous voulez, comme ils veulent absolument maintenir le système tel qu'il est, l'Union européenne, etc., c'est une course en avant. Et donc là, ils sont en train de préparer la première étape, qui est la suite logique du rapport des 5 présidents qui est sorti en juin 2015. C'est l'étape de construction d'un gouvernement économique de la zone euro. C'est là aussi où c'est très, très curieux, c'est-à-dire qu'ils veulent se sauver entre eux dans les 19 pays de la zone euro, mais leur Union européenne avec les autres pays, donc pour aller jusqu'aux 28 pays de l'Union européenne, là, ils les laissent tomber, si vous voulez. Donc on sauve de la zone euro, mais les autres, on les oublie. Et donc, si vous voulez, c'est la première étape, ça a été ce qui a été voté il y a 15 jours maintenant, la capacité budgétaire, c'était le premier pas vers la construction d'un budget de l'Union européenne qui sera piloté, bien entendu, par ce nouveau gouvernement de la zone euro, et puis qui imposera bien entendu aux États membres, et donc à la France, qui perdra encore un peu plus de souveraineté budgétaire, le fait que on va, consolider l'ensemble du budget européen au détriment du budget national. J'ai vu d'ailleurs... Pour ensuite lever éventuellement un impôt à terme. Hein. On n'y est pas encore, mais... Mais il me semble, alors je vous le donne de tête, mais il me semble, je ne sais pas si c'est M. Macron ou Hamon, peu importe, ou Mélenchon. C'est pareil, c'est du pareil au même. Ils se terminent tous par rond. Alors, il me semble que c'est Macron qui veut un super ministre de l'économie européen. C'est ça. Et qui prévaudrait, pour le coup, en fait, qui prendrait le pouvoir sur tous les ministres de l'économie. Enfin, techniquement, on n'aura plus de ministre de l'économie ni de budget en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le plus grand mal. Le plus grand mal. Vous savez que nous... Mais de toute façon, la France n'est plus porteuse, ça ne changera pas grand-chose. Alors, on n'avait déjà pas beaucoup de latitude, mais là, c'est la fin carrément de notre nation. Vous savez qu'une nation existe par deux choses, ses frontières, et également par sa monnaie. Bon,
Donc on n'est déjà plus une nation sur le papier, mais là c'est carrément la fin, puisqu'ils pourront consolider l'ensemble de notre budget national au niveau, le ramener au niveau de Bruxelles et donc des 19 pays de la zone euro. Et puis après, ce sera l'hégémonie allemande, parce que c'est ça aussi, peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. Vous avez une hégémonie allemande avec notamment le ministre de l'économie Schäuble, qui est, j'appelle Schäuble le terrible, avec Madame Merkel, qui vont prendre la main définitivement sur Bruxelles, sur la BCE et sur la Commission européenne. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est le ministre allemand, il est dans une chaise roulante, mais si mes souvenirs sont bons. C'est vrai. C'est bien ça. Donc, déjà, symboliquement, vous voyez, le grand ministre de l'économie européenne qui est dans une chaise roulante, sans attaque personnelle, ça va de soi, je ne me moque pas de lui, mais symboliquement, ça veut tout dire du système de santé, de l'économie allemande, européenne, la zone euro. De la zone euro. Alors, justement, dans la revue de presse du 13 au 17 février, alors, c'est génial que vous soyez là, parce que ça tombe pile. J'ai un article qui s'appelle « Wall Street a commencé à menacer les Français ». Ne votez pas Marine Le Pen. Donc, le chantage des banquiers, des financiers a commencé. La JP Morgan a pondu un communiqué à tous ses clients disant que l'euro pourrait rapidement tomber sous un niveau de parité avec le dollar et les coûts de financement de la France dépasser de 2%, blabla, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, j'en ai déjà parlé une fois, mais ils ont envoyé cette note d'abord à leurs clients, donc ça c'était le vendredi, afin que ces clients puissent prendre des positions massive contre la France, on va dire ça comme ça. La dette française. Et le lundi, une fois que tout le monde a pris ses positions, le lundi, ils ont envoyé ça à l'ensemble de la presse financière afin que la bonne nouvelle, on va dire, se propage et que les autres puissent bénéficier aux shorters. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, et que tout le monde, voilà, ils vont se prendre des millions au passage. Manipulation financière. Voilà, donc voilà comment on gagne des millions sur le dos du peuple français. Alors c'est en ce moment, je vous le précise, et c'est vous, chers spectateurs, qui allez payer ça, enfin nous tous là, on va payer ça avec nos impôts. Le général de Gaulle disait « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Mais là, on voit clairement que la politique de la France se fait non seulement à la corbeille, mais c'est même pas à la corbeille à Paris, ça se fait directement à Wall Street, au siège de la JP Morgan. À la City aussi. Mais là, pour le coup, là, c'est la JP Morgan qui a lancé... Alors, moi, je dis simplement dans l'article, le plan de Wall Street est très simple. Si Marine Le Pen passe, alors les Français vont le payer très cher avec leurs vignobles, châteaux, propriétés immobilières, entreprises, forêts, terrains à bâtir et brevets. Avec un endettement de 98% en monnaie de singe, il faut le rappeler, ce sera l'occasion ou jamais de tout voler aux Français. Quelle belle opportunité à ne rater sous aucun prétexte. J'ai d'autres biscuits là sur le chantage qu'exerce Wall Street sur la France. Enfin, je sais pas, moi je suis littéralement révolté, mais au point où on en est... Ils sont d'un cynisme absolu. Oui, non, mais là c'est vraiment gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est de la piraterie moderne, et en plus, c'est de la piraterie, absolument. Ils affichent. C'est de la piraterie. Voilà. C'est vraiment ça. Au moins, ils affichent la couleur. Hein. Vous avez eu les honneurs du Télégraphe de Londres. Ah oui. Monsieur Ambrose Evans Pritchard donc, a écrit un grand papier. Marine Le Pen également aussi. Hein. C'est ça. Alors, il y a quelque chose d'intéressant parce que Standard & Poor's, alors je rappelle, Standard & Poor's, Moody's et Fitch sont les agences de notation américaines. Fitch, européenne, Fitch était franco-américain, on va dire, qui avaient donné des très bonnes notes à Lehman Brothers et qui avaient changé leur note juste peut-être une semaine avant qu'elle fasse faillite, quoi. Donc déjà on voit l'escroquerie. Alors, étant donné que vous êtes conseiller économique au FN, alors vos commentaires là-dessus vont être extrêmement écoutés. Standard & Poor's says it will declare a default if FN goes ahead. Donc l'agence de notation Standard & Poor's va déclarer la France en défaut de paiement, techniquement, ou mettre les bons du Trésor en junk bonds, si le FN gagne. Et surtout parce que le remboursement de la dette de la France, qui est aujourd'hui en euros, donc c'est grosso modo 1,7 trilliard, rien que ça, c'est ce que dit Ambrose, la France ne pourra pas, selon Standard & Poor's, rembourser en autre chose qu'en euros. Ils le rembourseront en nouveaux francs. En nouveaux francs. Et Standard & Poor's dit, si c'est comme ça, Moody's et Standard & Poor's vont vous déclarer, si vous gagnez les élections, vont vous déclarer en défaut de paiement. Votre analyse là-dessus, votre réponse. Mais alors là, c'est très intéressant. Moi, ma réponse, c'est qui est Standard & Poor's ? Qui sont-ils ? C'est une agence de notation financière américaine qui bosse bien entendu pour les créanciers, notamment américains. Il ne faut pas se leurrer. Donc, si vous voulez, ils sont à la fois juges et partis. Donc, les prises de position de Standard & Poor's, ce n'est pas celles-là qui sont importantes, c'est les prises de position des juristes, des créanciers, de nos créanciers de la dette publique. Donc, on ne tiendra pas compte, bien entendu, de ça. Oui.
De deux, nous allons de toute manière, si Marine Le Pen est élue, et il y a de grandes probabilités qu'elle le soit, nous allons d'abord rester un état de droit. Ça veut dire que la signature de la France va continuer à être assumée. C'est-à-dire que toute la dette qui a été faite par nos prédécesseurs UMP et PS, c'est-à-dire les 2200 milliards d'euros de dette, nous allons la rembourser à nos créanciers internationaux et puis bien entendu nationaux. Ça veut dire concrètement que nous allons renégocier avec nos créanciers, on va les payer en nouveaux francs français et on va rembourser le capital, les intérêts de la dette, mais à nos conditions à nous, c'est-à-dire avec notre politique monétaire nationale, notre politique de change. Et à partir de là, si vous voulez, ce que l'on veut, c'est la stabilité financière, économique et monétaire. Et pour ça, on propose aussi au niveau européen de garder un euro monnaie commune dans la zone européenne à monnaie commune, que l'on proposera, qui est basé sur le dispositif un tout petit peu technique, je m'excuse, un dispositif qui s'appelle le mécanisme de change européen 2, le MCE2, qui existe déjà dans le traité de Lisbonne, oui, qui fait l'objet d'un accord en 2006 pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et qui est reconnu sur les marchés financiers, donc de nature à rassurer les marchés financiers. Enfin, ils ne sont pas rassurés. Non, mais ça c'est la communication, la propagande médiatique. Mais croyez-moi, quand nous serons en situation de renégociation avec nos créanciers, avec les institutions européennes, croyez-moi qu'ils accepteront nos conditions, parce que de toute manière, si c'est pas ça, il n'y a plus d'Union européenne, il n'y a plus d'euro, et ils prennent le risque là d'avoir une décote très importante de leur investissement, pour le coup, qu'ils auront de toute manière dans le régime actuel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bernard, je ne sais plus qui disait, lorsque vous êtes à découvert de 5 000 euros à la banque, c'est votre problème. Mais lorsque vous avez un découvert de 5 milliards à la banque, c'est la banque qui a un problème. C'est le problème de l'investisseur. C'est le problème de l'investisseur. Donc, techniquement, on pourrait parler de ça. Avant de revenir sur le sujet, je voudrais vous lire un autre papier. Alors, c'est Bloomberg qui en parle. Alors, écoutez bien, c'est phénoménal. Là aussi, c'est le chantage de Wall Street sur la France. Bloomberg nous explique que si Marine Le Pen gagne les élections, donc, les traders vont se mettre plus de 100 millions de dollars dans la poche. Waouh. C'est ce qui les attend, donc s'ils jouent sur les différents bons du Trésor entre l'Allemagne et la France, etc. etc. Donc les traders sont à l'affût de tous les sondages qui tombent en ce moment. Et 10 minutes avant que vous arriviez, BFM Télé de M. Drahi a donné un sondage, puisque M. Juppé donc, va remplacer M. Fillon, donc il semble que c'est déjà dans les tuyaux, hein, voilà. Sauf nouveauté encore. En politique, ça change tellement. Alors, premier sondage, avant même que Juppé soit déclaré officiellement remplaçant de M. Fillon, Juppé arriverait au premier tour, suivi de Macron, et Marine Le Pen serait éliminée du premier tour. Voilà, c'est le sondage que vient de donner BFM. Votre analyse là-dessus ? Que les sondages, il n'y a que qui croient. C'est incroyable, quoi. Je ne sais pas à quelle vitesse ils font les sondages. Hein, parce que... Et avec qui surtout ? Et avec qui ? Non, mais bon, on connaît la position sur les sondages. On l'a vu pour le cas du Brexit, on l'a vu pour le cas de Trump. Ils se sont chaque fois trompés de manière magistrale. Non, je pense qu'ils ont plutôt trompé le peuple. Parce que non, mais déjà trompé dans le chiffrage. Ils ont manipulé, effectivement. Parce que s'ils avaient vraiment ils ont endoctriné la population pour faire voter comme ils l'entendent. Quoi, voilà. Dans les rassemblements de Donald Trump, il y avait 30 000 personnes. Dans les rassemblements de Hillary Clinton, il y avait peut-être 4 000, 5 000, 8 000. Mais tout le monde, tous les médias disaient qu'il y avait autant de monde, voire plus, alors que manifestement le peuple se déplaçait uniquement pour Trump et très peu pour Hillary Clinton. Donc déjà, on avait un indicateur très net. Pareil pour le Brexit. Cela n'a pas empêché les sondeurs de donner des indications tout à fait contraires. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'on vous regarde d'un autre œil maintenant, depuis qu'il y a eu le Brexit ? Alors, comment on vous voit là maintenant ? Expliquez-nous un peu. Moi, je sens une évolution de mentalité, parce que bon, je suis membre de la commission économique, donc je vois défiler Monsieur Mario Draghi, Monsieur Moscovici, Monsieur Dombrovski, donc vice-président, retenez-vous bien, ça m'amuse toujours, vice-président donc à l'euro et au dialogue social, hein, les deux opposés. Bon, oui. Voilà, Monsieur Dijsselbloem, enfin toute l'élite européenne. Et moi, je constate depuis 18 mois une évolution très importante. Même M. Juncker, là, qui est en train de jeter l'éponge politiquement, il est complètement déprimé, quoi. Il parle avec les extraterrestres. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne
va poursuivre. Extraterrestre. Et donc, absolument. après consultation, il est arrivé à la conclusion que, enfin bon, on se demande si ces gens-là sont bien normaux. Non, mais il est alcoolique surtout. Il boit beaucoup. Mais enfin, il était très tôt le matin, je crois que c'était 9h30, donc je sais. Non, mais il commence sa journée très tôt. Hein. C'était un papier, je crois, du Luxembourg.lu ou un truc comme ça, expliquait qu'effectivement, M. Juncker commence ses journées très tôt, et très tôt, il commence avec un petit ballon. C'est pas un ballon là, c'est un ballon de rugby là. Et donc tout ça pour vous dire que oui, il y a une évolution psychologique de l'élite européenne qui, confrontée aux événements et de la prise de conscience des peuples qu'ils sont justement dans un régime de totalitarisme financier, de manière confuse. Ils voient bien effectivement que tout ce qu'on leur a raconté depuis des décennies, c'est exactement l'inverse qui se passe, notamment sur le plein emploi, sur la prospérité, etc. C'est exactement l'opposé. Donc cette prise de conscience et cette vague de fonds qui vient des peuples partout, en Europe, mais aussi aux États-Unis, comme on le sait, fait que ça les déprime. Tout leur édifice qu'ils ont patiemment monté est en train de se craqueler de tous les côtés. Et moi, je le dis, c'est une tour de Babel qui, sous le poids de la gravité, va s'effondrer toute seule sur elle-même. Voilà. Comme l'euro d'ailleurs, qui est un des instruments politiques de leur édifice. Justement, je me souviens de vous avoir posé cette question il y a 2 ans. Lorsque vous étiez venu dans cette revue de presse, donnez vos conseils, on va dire, tout de suite aux spectateurs pour sauver leurs économies. Parce qu'ils ont leurs économies en euros, que ce soit des assurances vie ou même du cash, surtout avec la suppression du liquide, donc ils ont du liquide chez eux. Enfin, alors là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quels sont les 3-4 points qu'ils doivent absolument suivre pour sauvegarder, traverser ces turbulences-là qui sont en approche? Bon, là, c'est pas l'homme politique qui parle, là, c'est l'économiste et l'économiste de bon sens, donc il s'adresse à ses compatriotes. C'est l'écureuil. Vous étiez pas chez l'écureuil, vous étiez à la Caisse des dépôts et consignations, et puis maintenant à la Caisse des dépôts. Mais là, j'en parle en mon nom et en tant qu'économiste. Oui. Effectivement, il faut prendre ses dispositions, car le système, encore une fois, est un château de cartes prêt à s'effondrer, que ce soit le système bancaire européen qui est en état d'urgence, de par son insolvabilité financière. Ça, état d'urgence pour les banques, c'est trop fort. Ah ouais, tout à fait. Et le système donc en France qui est extrêmement puissant aussi, qui est les compagnies d'assurance vie notamment, avec les contrats d'assurance vie. Oui. Tout ça est en risque très important de répression financière, de blocage des capitaux, donc plus possibilité de retrait. Donc il faut que les gens prennent conscience comment faisaient nos grands-parents et arrière-grands-parents. Ils n'avaient pas de banque, ils n'avaient pas de compagnie d'assurance. C'est vrai. Ils avaient en quelque sorte leur. Vous n'avez pas de carte bleue. Ils n'avaient pas de carte bleue. Ils avaient de l'argent physique, réel, et non pas virtuel et abstrait. Et donc, je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux, avoir au moins une petite cagnotte chez toi, attendez. de cash, d'argent liquide. Bernard Monod, attendez. Vous gagnez les élections. Je dis, vous deviendrez soit ministre de l'économie ou gouverneur de la Banque de France, peu importe. Admettons que vous soyez gouverneur de la Banque de France, en fonction de la question que je vais vous poser. Comment vont faire les gens qui ont encore, on va dire, je sais pas, ils ont peut-être 20 000 euros sous le matelas, avec des billets euros? Comment ça va se passer pour eux? Très concrètement, nous, dans notre projet politique, c'est qu'on va renégocier avec l'Union européenne pour sortir de l'union bancaire, c'est-à-dire récupérer notre souveraineté bancaire pour qu'en cas de crise grave du système bancaire français, on puisse avoir la main au niveau de l'État qui donne sa garantie, de la Banque de France qui mettra sous tutelle les banques et qui viendra renflouer les banques de dépôt et les établissements de crédit. Mais vous savez bien que ça ne sera pas suffisant, 100 000 euros, c'est grotesque. Non, mais d'accord, mais la garantie financière de l'État est suffisante. Bon. Attendez. Donc, si vous voulez, ce que l'on veut sauver, nous, c'est les dépôts et l'épargne des Français, aussi bien des particuliers que des entreprises. Oui. Et puis, les banques qui seront en difficulté à cause de leur banque d'affaires, ce qu'on appelle les BAFI, les banques de financement et d'investissement, eh bien, elles chuteront. Elles ont fait des pertes, elles assumeront leurs pertes. Et nous, on va proposer une loi donc, de scission des banques, les banques de dépôt et d'établissement de crédit d'un côté, et de l'autre côté, les banques d'affaires qui s'assumeront toutes seules. Voilà. Et on va limiter le risque grâce à cette loi de scission bancaire pour revenir à la situation où on était auparavant, avant 1984, c'est-à-dire casser le schéma des banques universelles. On est d'accord, mais vous voyez toutes les misères... Pour sécuriser. Bernard Monod, vous voyez toutes les misères que Bruxelles fait aux Anglais. Ils vous feront 1000 millions de misères de plus. Plus qu'aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Ma question est très précise. C'est valable pour la trésorerie des entreprises, c'est valable également pour les particuliers. Techniquement, maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent changer
leur euro en dollars? Est-ce qu'ils doivent le changer en couronne norvégienne? Est-ce qu'il faut acheter de l'or et puis le revendre après en attendant que la poussière retombe? Qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour les gens? Parce que là, là, vous allez au fond des choses. Bon. Bah, oui, parce que c'est ce qui intéresse véritablement les spectateurs. Je vais vous répondre honnêtement. Moi, je crois que et les entreprises. Il faut reprendre un petit peu de cash chez soi, c'est-à-dire de l'argent liquide. Mais pas des euros à ce moment-là. Des euros aujourd'hui, mais il y aura une transposition. Lorsqu'on le passera au nouveau franc français, il y aura une transposition. C'est bien pour ça que nous avons choisi la parité. La transposition ? Combien de temps ? Un délai de peut-être 6 mois, 8 mois, 9 mois, où il y aura cette transition progressive, toujours dans le respect de la stabilité financière, bancaire, économique et monétaire. On veut vraiment travailler dans ces conditions-là. Hein. Il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain et de claquer la porte. On veut vraiment renégocier avec les autorités supranationales, les autorités européennes, la BCE, le FMI, la Commission européenne. Et puis, encore une fois, par rapport à nos créanciers, on veut faire ça de manière soft, douce, pour justement stabiliser la situation. Ce que l'on veut, c'est sauver l'épargne des Français et les déposants. Il faut que les Français sachent que leur argent ne leur appartient déjà plus dans les banques et dans les compagnies d'assurance. On est d'accord, voilà. Bernard Monod, mais moi, je reçois énormément de courriers de la part de des lecteurs et spectateurs. La question qui revient, et d'ailleurs, on peut l'aborder, puisque Bloomberg, l'agence Bloomberg américaine, a fait une dépêche il y a 2-3 jours, où vous êtes cité, et on vous compare à un économiste rêveur à la Varoufakis. Alors, c'est intéressant, je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'entendre ça. Monotakis, Monsieur Monotakis. Alors, ce point est très intéressant. Parce que M. Varoufakis, justement, s'est heurté au problème. Il a voulu revenir au drachme et ils se sont rendus compte que l'Europe avait décimé, Bruxelles donc avait décimé, toutes les imprimeries en Grèce qui leur fabriquaient des billets de banque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Bernard Monod, donc gouverneur de la Banque de France ou ministre de l'économie, est-ce que vous êtes capable de remettre en route toutes les imprimeries? Alors, il me semble qu'il y en avait une grande à côté en Corrèze, il me semble. Chamalières. À Chamalières. Est-ce que vous êtes capable, ou combien de temps il vous faut, pour remettre en circulation des centaines de milliards de billets de banque en francs? Oui, mais on n'a pas tous les éléments aussi factuels pour pouvoir mais si vous avoir une année. C'est demain. Mais d'accord, mais bon. C'est demain. Donc, si vous voulez, les effets de paiement vont continuer. Il va y avoir l'échec. Il va y avoir également, comme aujourd'hui, les cartes bancaires. Sauf que nous, on ne veut pas le sans contact au premier euro, parce que nous, on considère que c'est une atteinte à la liberté individuelle. Mais pour répondre à votre question, oui, il va falloir à peu près 9 mois, une année, pour reconstituer la nouvelle monnaie. Mais ce qui existera du jour au lendemain sera toujours valable. D'accord, donc la parité, ça sera la parité de 1 pour euro. 1, c'est bien pour ça que nous avons choisi cette parité-là, pour justement stabiliser encore une fois, et qu'il n'est pas question de faire... On veut faire l'inverse de la panique. Alors justement, la panique, elle sera avec les adversaires. Une autre question, alors celle-ci, elle est cruciale. Qu'en est-il, justement la position de Marine Le Pen là-dessus n'est pas claire. Alors vous allez peut-être nous éclairer. Est-ce que vous allez sortir de l'euro, oui ou non ? Non, parce que c'est entre M. Philippot, entre Marine Le Pen, entre les promesses électorales, les interprétations, on n'y comprend plus rien. De nos adversaires. Et en plus, Marine Le Pen, me semble-t-il, a parlé d'un référendum. Donc ça veut dire qu'elle-même n'est pas sûre. On se dit, tiens, si le peuple veut rester dans l'euro. Qu'en est-il vraiment là ? Alors très concrètement, quand Marine Le Pen est élue, à partir du 8 mai, elle va convoquer un sommet européen. Parce que la France est, je vous rappelle, le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne, donc elle a son poids. En plus de ça, c'est le cœur politique de l'Union, de l'Europe. Donc forcément, quand la France réclame quelque chose, ça se produit. Encore faut-il avoir la volonté politique de le faire. Et là c'est l'homme politique qui parle. Donc il va y avoir des négociations qui vont être ouvertes. On va aller renégocier ce que nous on appelle la gouvernance économique nationale, qui comprend la monnaie, qui comprend le budget et qui comprend le système bancaire. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est d'abord récupérer, vous gardez l'euro, mais vous reprenez votre indépendance économique avant de sortir totalement de l'euro. C'est bien ça ? Ça, c'est la première étape. On va aller négocier pour obtenir de manière concertée la proposition que l'on va leur faire, notamment sur la monnaie. Donc la monnaie, on va proposer, bien entendu, de passer au nouveau franc français, enfin une nouvelle monnaie nationale, mais ce que l'on voudrait, c'est que l'ensemble de la zone euro reprenne leur monnaie nationale. Et deuxièmement, à l'échelon international, pour continuer à favoriser le commerce extérieur, etc., des grandes entreprises, voire même des États, on va proposer un euro d'entrée dans l'euro-monnaie commune.
C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce qu'on avait à l'époque du SME, le système monétaire européen... Ou le serpent monétaire, Non, pas le serpent, le système monétaire européen, qui était l'étape après, entre 79 et 99, qu'on appelait en quelque sorte l'écu, ce serait revenu au niveau international à un écu. Et au niveau national, avoir une politique monétaire nationale. C'est l'invention de Giscard d'ailleurs, l'écu. Oui, absolument. Avec Barre, Giscard, effectivement, c'était 70, 79. C'est Giscard qui a proposé ça. Absolument. Pour avoir cette marge de manœuvre et proposer à nos partenaires de rentrer dans une nouvelle zone monétaire européenne à multidevises. Donc il y aurait 19 pays dans la zone euro. Donc on va se retrouver avec des éccus. Non, pas nous. Au niveau national, nous aurons le nouveau franc français. Entre l'euro, l'écu, le franc, là, ça va être compliqué, je le sens. Non, au contraire, c'est très simple. Au niveau français, vous aurez le nouveau franc français qui va se substituer à l'euro aujourd'hui, à 1 pour 1. Oui. Et au niveau international, de la zone européenne, euro, donc ça sera l'écu. Zone européenne plutôt, à monnaie commune, nous aurons donc l'écu en quelque sorte, qui, je fais un tout petit peu de technique, pour entrer dans le MCE2, donc le mécanisme de change européen 2, qui sera dans cette zone européenne, pilotée par la nouvelle BCE, qui sera à ce moment-là un institut européen monétaire, qui permettra de piloter un petit peu l'ensemble de la relation. Là, on voit technocrate. Pas technocrate, technicien peut-être, mais... Technicien monétaire, voilà. Mais c'est très important ça, parce que ça va avec... On a bien compris. Ce que nous proposons, c'est la stabilité financière, économique et Bernard monétaire. Monod, vous n'avez pas répondu à ma question. Le problème de Varoufakis, c'est qu'il n'avait plus les imprimeries pour imprimer les billets de drachmes. Est-ce que vous avez aujourd'hui assez d'imprimeries en France pour imprimer tous les billets pour relancer le nouveau franc? La France n'est pas la Grèce, d'une. Il y a encore... la Grèce n'est pas non plus un pays sous-développé. Non, j'ai jamais dit ça. Bruxelles s'est débrouillé pour détruire leurs imprimeries de billets de banque. Oui, mais ça c'est de la malveillance, de la malveillance européenne, avec ce que nous on appelle l'euro-austérité de la Troïka, c'est-à-dire l'Union européenne, la BCE et le FMI. On voit bien comment ils traitent les Grecs. Moi j'ai appris il y a un mois et je suis effaré. Vous avez 200 000 salariés en Grèce à l'heure actuelle où je vous parle, qui sont payés en coupons de rationnement. Coupons alimentaires. Absolument, voilà. Comme au sortir de la guerre en 1945. Bon, je ne sais pas si on réalise dans quelle Europe et dans quelle zone euro on vit. Et la Grèce est à 2h30 d'avion. C'est dans la zone euro. Il faut pas mais il ne faut pas en parler aux médias. C'est interdit. Donc il faut que les citoyens européens et les Français sachent quand même ce qui se passe en Grèce suite à l'austérité. Et donc, pour répondre à votre question, donc oui, il suffit qu'il y ait une volonté politique. Le grand problème qu'il y a eu chez Tsipras et Varoufakis, d'abord Varoufakis, entre nous, c'était un économiste un peu on est d'accord. Il n'était pas du tout sérieux. Qui venait les mains dans les poches aux négociations, qui n'avait rien préparé et qui croyait non, ça fait partie typique des universitaires qui n'ont jamais bossé de leur vie. Nous, on est des praticiens, on est des gens sérieux. On a d'ailleurs un plan opérationnel qui est tout à fait prêt, avec un calendrier. On a des équipes extrêmement solides derrière nous, croyez-moi. On a beaucoup de gens qui n'apparaissent pas, mais qui sont dans des places très importantes dans les institutions, notamment européennes et internationales. Et donc, en ce qui nous concerne, nous, tout est prêt pour renégocier avec les institutions internationales et avec nos créanciers. Bon. Donc, juste pour terminer sur votre question, si vous avez la volonté politique d'affirmer que la France va sortir de l'euro-monnaie unique, donc c'est un acte politique, le grand problème de Tsipras, c'est qu'il n'a jamais avancé cette théorie. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu négocier la sortie de l'euro. S'il avait eu cette volonté politique, il n'aurait pas eu besoin de se coucher devant la Troïka. Mais il y aura un référendum? Parce que Marine Le Pen a parlé d'un référendum. Alors ça, c'est la première étape. Parce que c'est là où on ne comprend plus rien. Non, mais c'est chronologique. Première étape, à partir du mois de mai, nous allons renégocier lors du sommet européen. D'accord, ça on a vu. Oui. Si on n'aboutit pas aux négociations, ou même si on aboutit d'ailleurs, Marine Le Pen, au bout de s'est donné 6 mois, et au bout de 6 mois, elle proposera aux Français donc un référendum sur le maintien ou non dans l'Union européenne, après renégociation, réussie ou pas d'ailleurs. Donc elle proposera un référendum. Est-ce qu'on se maintient dans l'Union européenne, dans cette Union européenne fédéraliste ou non? Et auquel cas, Frexit ou pas Frexit? Moi, je suis un défenseur de la liberté des peuples à disposer de leur destin. C'est ce que font les Britanniques. À choisir leur loi. Voilà. Et moi, ce que je réclame, c'est un référendum en France. Je pense d'ailleurs que chaque pays de l'Union européenne devrait pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un référendum. Ça fait 11 ans que les Français n'ont pas été interrogés. Et la dernière fois qu'ils ont été interrogés, leur parole a été trahie
par l'UMP et le PS. En tout cas, ça me paraît, pas qu'à moi d'ailleurs, hein, ça nous paraît un peu farfelu comme position, parce que aujourd'hui, les élections présidentielles telles qu'elles se présentent, c'est d'un côté les pro-européistes, c'est-à-dire Fillon, Macron, Hamon, etc. Enfin, ils sont même Mélenchon d'ailleurs, ils sont tous pour l'Europe, alors que Marine Le Pen fait une campagne de patriotisme, de souverainiste et ainsi de suite. Donc, par définition, elle fait une campagne de sortie de l'euro. Pourquoi a-t-elle besoin d'appeler au peuple après? C'est son choix politique. Je comprends pas. C'est son choix politique. Personne, c'est tout le monde. Effectivement, si elle était c'est pas cohérent, voilà, c'est ça que je veux dire. Non, au contraire, non, elle va au bout du cheminement. C'est-à-dire que le virage est tellement important, tellement fondamental que je veux dire, même si elle a eu un plébiscite en étant élue, elle veut quand même, après négociation, s'en remettre aux Français en disant voilà ce que nous avons négocié, voilà le paquet avec les résultats que nous avons obtenus. Voulez-vous sortir de l'Union européenne dans ces conditions-là ou pas? Et puis tout dépendra de la réussite des négociations. C'est ça qui est très important. Donc voilà, c'est un point de rendez-vous au bout de 6 mois. Et elle a même dit que si elle échouait à ce référendum, elle se retirerait. Donc elle est très cohérente jusqu'au bout politiquement. Alors quel intérêt? Alors pardonnez-moi, quel intérêt de faire ce référendum? Alors là, donner la parole au peuple. Elle a toujours dit qu'elle donnait la parole au peuple. Si les Français élisent Marine Le Pen, c'est pour sortir de l'Europe. C'est QFD. C'est pas pour. Mais si elle fait un référendum, c'est pas son projet. Si elle est désavouée sur l'euro, elle se retire. Je vois pas l'intérêt de tout ça. Non, mais ce que vous avez sauté comme étape, c'est la première, c'est la renégociation de l'appartenance. Pourquoi pas tout faire d'un coup? Parce qu'on ne veut pas forcément sortir carrément de l'Union européenne comme le Royaume-Uni aujourd'hui. Enfin, le Royaume-Uni aujourd'hui sort du marché unique et sort de l'union douanière. C'est quand même très très important. Bernard Monod, je me souviens que sur la profession de foi, tout au début des élections il y a 5 ans, sortie de l'Europe, etc. Et ensuite, dans la profession de foi finale du FN, ça avait disparu. La position déjà à l'époque, elle n'était pas claire. Et aujourd'hui, enfin de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le dire, c'est pas clair. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple français vote massivement pour Marine Le Pen, c'est pour sortir de l'euro, par définition. C'est pas pour... non, c'est pas que pour ça. Non, non. C'est un des éléments, mais vous avez aussi tous les autres sujets de société, notamment l'identité nationale, la lutte contre le terrorisme. Mais vous l'avez dit, c'est un projet global. C'est un projet politique global. Pour récupérer un pays, il faut récupérer les frontières et la monnaie. Si vous récupérez les frontières et que vous n'avez pas la monnaie, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, on le voit déjà. Si vous me permettez, Pierre, vous partez défaitiste. Vous pensez qu'on va échouer les négociations. Nous, on préfère bien s'entendre avec nos partenaires. S'ils sont d'accord avec nous sur nos propositions... Pardonnez-moi, les Anglais n'ont jamais été dans l'euro. Ils ne sont pas morts. Non, j'entends bien. Donc revenir au franc, ce ne serait pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas que le franc. Il y a le budget, il y a l'espace Schengen, sortie de l'espace Schengen, il y a la renégociation de la politique agricole commune pour la placer en politique agricole française, il y a la fin de la directive détachement travailleurs, un certain nombre de mesures. Bon, ça c'est du lourd quand même. Hein. Nous préférons le faire par la concertation. Voilà. Alors, justement, puisque vous parlez de concertation, donc je vais revenir au papier de Bloomberg qui parle également de vous, celui qui vous a... Alors, ils ne vous ont pas appelé Monotakis. Ils ont dit que M. Monod est un économiste aussi rêveur et avec les mêmes idées que le grec Varoufakis. Alors, c'est pas flatteur, ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas sympa. Ce qui est intéressant, c'est que Bloomberg rapporte que vous avez été approché par les grands responsables, les analystes de BlackRock, alors notamment le stratégiste en chef de macroéconomie Rupert Harrison, qui était l'ancien aide du chancelier, du ministre de l'économie de M. George Osborne. Vous l'avez vu donc à Nanterre, c'est ça? C'est ce que dit Bloomberg. C'était et que d'autres banquiers vous ont approché pour savoir exactement ce qu'il en est. Alors je vous donne la liste. Il y a l'UBS, l'Union des banques suisses, Medley Advisor, Check Risk, Barclays Bank. Bon, il y en a un certain nombre. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas donner parce qu'on a promis la confidentialité. Mais si, donnez. Non. C'est drôle. Non, quand on donne notre parole. Enfin, moi, quand je donne ma parole, je la respecte. Donc, il y a plusieurs établissements. Est-ce qu'il y avait Goldman Sachs? Non, pas du tout. Non, mais eux, ils parlent en leur nom, Goldman Sachs, et JP Morgan, etc. Non, mais si vous voulez, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, moi, je suis un homme du marché. Ils estiment, si vous voulez, qu'ils doivent analyser la possibilité d'arriver au pouvoir de Marine Le Pen, donc pour évaluer le risque politique sur la France. Et donc, ils font leur travail. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc, ils m'ont approché parce qu'ils m'ont identifié comme étant le chef économiste du Front National, mais surtout en place à la Commission économique au Parlement européen. C'est ce qui me donne, si vous voulez, cette valeur ajoutée
parce qu'on est au cœur des négociations et des discussions. Et donc, à partir de là, ils ont voulu avoir notre avis et savoir exactement qu'est-ce que c'était que le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent, surtout qu'il y a l'effet Trump, il y a l'effet Theresa May avec le Brexit. Bon. Donc, moi, je leur ai expliqué très exactement, dans le détail, un petit peu comme on fait ensemble, qu'est-ce qu'on voulait faire précisément. Ils acquiescent pas forcément, mais ils ressortent de là en disant c'est pas tout à fait ce que l'on pensait, parce que on a une vision, c'est ça, c'est pas ce que disent les médias, c'est cette vision caricaturale et puis très très simpliste en définitive. Oui. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans le projet de Marine Le Pen économique, et que on veut faire de la concertation, faire de la stabilité financière, économique et monétaire. Et donc ils ressortent de là avec leurs réponses. Alors ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ça les regarde, c'est eux qui donnent leur opinion a posteriori à leurs investisseurs, mais ils font leur travail. Voilà. Donc ça s'est fait depuis grosso modo après le Brexit. J'ai commencé à avoir des contacts de grandes maisons pour venir se renseigner sur notre programme. Alors, ils n'ont pas l'air d'être rassurés, contrairement à ce que vous dites, puisque si j'en juge par les fameux crédits défaut swap de notre ami Blightmasters, que vous connaissez bien, l'assurance sur un défaut de paiement de la France, alors on est passé de 30 000 euros par 10 millions, par tranche de 10 millions, parce que on assure par tranche de 10 millions. À prime de risque. Et on est passé à 70 000, c'est-à-dire plus du double. Aujourd'hui, Bernard Monod, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? D'autant que déjà Standard & Poor's et Moody's vous ont déjà mis techniquement en défaut de paiement. C'est pour vous taquiner que je vous dis ça, mais là, il y a quand même, c'est très important ce qui se passe là sur les marchés. Et ça, personne n'en parle. Alors, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas les agences de notation qui déclarent oui, mais les CDS, en défaut. Le prix du CDS, il est réel. Les marchés appliquent une prime de risque parce qu'ils estiment que ça représente un risque. Mais dans le même temps, vous me disiez tout à l'heure que c'est JP Morgan ou Goldman Sachs qui disaient qu'ils allaient gagner 100 milliards sur le risque français. Voilà. Donc, justement, ils devraient, s'ils allaient gagner tant d'argent dans leur logique... Non, les traders gagnaient, ils gagnaient, si vous voulez, sur les différentiels entre les bons du Trésor sur 2 ans. Oui, c'est ça, la spéculation sur la dette française. Mais là, c'est des CDS sur carrément le défaut de paiement. Sur la couverture. Voilà, sur le défaut de paiement. Donc déjà, il y a les seuls qui peuvent déclarer le défaut, c'est les juristes de nos créanciers. Voilà. C'est pas les agences de notation. Les juristes de vos créanciers sont japonais, américains, anglais, ils sont anglo-saxons. Donc du Golfe, etc. Ils vous feront pas de cadeaux. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est techniquement, juridiquement, ce sont les juristes de nos créanciers qui pourront nous déclarer en défaut parce qu'on ne les a pas remboursés. Oui. Or, on va les rembourser. Voilà, c'est ça déjà qu'il faut bien comprendre. Bon, alors après, ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Ça fait partie de l'organisation de la panique bancaire et financière pour lequel on s'y attend, si vous voulez. C'est pour ça que nous, on croit beaucoup, bien entendu, au rôle du gouverneur de la Banque de France, qui, je vous rappelle, a une mission première, c'est la stabilité des prix en France. Oui. Et donc, qui a la responsabilité de stabiliser la situation financière, économique et monétaire en France. Nous allons nous retourner, le cas échéant, si cette situation s'aggrave, vers lui, en lui disant écoutez, vous êtes le garant, c'est vous qui avez la responsabilité, nous, on vous demande de stabiliser la situation jusqu'à l'élection de Marine Le Pen. Voilà, c'est ça, déjà. Et on va envoyer ce signal-là sur les marchés, aux journalistes économiques, etc. Bon. Donc nous, notre volonté, encore une fois, c'est la stabilité, et nous apporterons la stabilité dans la conservation aussi de notre modèle social français. Parce que ce qu'on ne dit pas dans tout ça, comme vous dites, ils font la pluie et le beau temps sur les marchés. Oui. Mais nous... il y a les marchés qui sont effectivement importants parce qu'ils nous financent au niveau de la dette, mais il y a aussi le mode de vie français. Or, tout le système de protection sociale aujourd'hui est extrêmement menacé. Il faut que les Français sachent que si on garde l'euro monnaie unique aujourd'hui, ils vont perdre leur argent, c'est-à-dire leur argent ne leur appartiendra plus, et 2, c'est l'abandon de leur système de protection sociale, les retraites, la sécurité sociale, l'assurance chômage, la politique familiale, etc., etc. Ça va être un nivellement par le bas pour sauver le système. Voilà. Donc c'est normal qu'ils tiennent ce discours-là. C'est de la propagande financière et politique. C'est de la propagande, mais on voit, enfin en tout cas moi je le vois dans la revue de presse, et surtout les anglo-saxons, enfin Financial Times, Wall Street, etc. Et je vois bien qu'ils commencent à flipper dans tous les sens, Market Watch notamment, sans parler de Bloomberg et bien entendu les Japonais, puisque les Japonais, avec leur monnaie de singe, 30% des bons du Trésor de la France sont achetés par le PQ. Le PQ japonais, alors là c'est de l'euro, ça devrait vous faire plaisir, mais je devrais avoir la même chose en yen. Rose, Rose. Bernard Monod, j'ai une question très précise à propos de tout ce qui est planche à billets, monnaie de singe, yen et américaine. Est-ce que vous allez mettre, en admettant que vous êtes élu, est-ce que vous allez demander à la Fed et à la Bank of Japan d'acheter
les bons du Trésor de la France, première chose, et est-ce que vous allez refuser leur monnaie de singe? Est-ce que vous allez dire au gouvernement japonais, nous on en a marre de votre photocopieuse, votre argent ne vaut rien, nous voulons des lingots d'or. Exactement ce qu'a fait les États-Unis avant Bretton Woods, hein, je le rappelle, ou même pendant la guerre de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. As good as gold. As good as gold. Si on fait tout le projet de Marine Le Pen, c'est bien pour que la France reprenne son indépendance dans tous les domaines, territorial, monétaire, budgétaire, bancaire, militaire. On n'en a pas encore évoqué, mais l'aspect défense est très important dans le programme de Marine Le Pen parce qu'elle veut augmenter à terme le budget de la défense jusqu'à 3% du PIB. Donc c'est quand même considérable, hein, pour justement avoir un deuxième porte-avions nucléaire, etc. Bon. Si on fait tout ça, c'est bien pour justement être totalement indépendant, même si on a bien l'intention de continuer à faire du commerce extérieur, etc. Mais vis-à-vis des autres banques centrales, bien évidemment qu'on ne va pas être dans la concorde vis-à-vis de la Banque d'Angleterre, la Banque de la Fed, de la Banque du Japon. C'est bien pour ça qu'on veut remettre. Est-ce que vous allez dire vraiment à la Bank of Japan, on ne veut plus de votre photocopieuse? Payez-nous en immeuble, en lingots d'or, ce que vous voulez, mais du pas tangible, du tangible. Bien sûr. Mais on est contre la... Attention, c'est important, là, vous êtes enregistré. Hein, mais justement, c'est la partie intrinsèque de notre programme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fiat currency, la monnaie papier, on n'en veut plus. D'accord. On n'en veut plus. C'est bien pour ça qu'on veut reprendre notre souveraineté monétaire pour justement redonner un côté honnête à cette monnaie, reprendre notre indépendance, comme la Suisse aujourd'hui, comme la Norvège, qui n'est pas rentrée ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. C'est qu'ils ont bien mesuré l'importance d'être indépendant vis-à-vis notamment de sa monnaie. Donc oui, on va revenir à une orthodoxie monétaire et on va dire aux Américains maintenant, ça suffit. Comme d'ailleurs, entre parenthèses, le général de Gaulle l'avait dit en février de 1965, il voulait rétablir justement les talons de dollar. Absolument. Je me demande même si ça lui a pas valu. On va voir l'extrait. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. Car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Et donc, effectivement, nous accordons extrêmement d'importance au stock d'or et aux réserves d'or de la Banque de France. Il y a 2 ans, Marine Le Pen et moi avons posé la question à Christian Noyer, savoir quel était le stock exact annoncé. Donc, il nous a confirmé que ça correspondait à ce qu'il y avait. Oui, mais vous ne l'avez pas vu de 2004. Vos yeux. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas contrôlé. On a réclamé un audit qu'il n'a pas voulu, voulu faire, bon, évidemment. Mais en tout cas, on est très attentifs effectivement à ce qui se passe sur cette réserve d'or des Français. Car ça n'appartient ni à la Banque de France, qui est simplement dépositaire, ni à l'État français. Une monnaie appartient à son peuple. On est tout à fait d'accord, mais malheureusement, là, il y a des gouvernements qui l'ont totalement oublié. J'aimerais avoir vos commentaires sur cet article-ci. Ça s'appelle la chypriotisation des Grecs. Si c'est possible, j'ose parier possible. Donc, énorme avancée de Bruxelles et du FMI. Alors, chers spectateurs, je vous ai souvent parlé ici en revue de presse vidéo et bien entendu sur la revue de presse écrite de la méthode de gangster américain, hein, de mafioso, qui consiste à accélérer, donc à demander au Parlement d'accélérer le processus d'une saisie immobilière. Je l'avais vu quand j'étais à Nicosie, donc à Chypre, où Bruxelles avait demandé de voter une loi au Parlement chypriote, hein, très précisément, pour ramener de 5 ans à 3 mois seulement la durée maximale possible
pour saisir un bien immobilier. Voilà. Les hypothèques. Ouais. Exactement. Donc j'ai vu dans la revue de presse que la même loi arrive en Italie. Ça va également arriver en France, incessamment sous peu, je pense après les élections. Ça dépend qui gagne, bien entendu. Alors, vous avez été très très nombreux, chers lecteurs et spectateurs, à me signaler cet article de l'AFP disant que 800 000 pauvres Grecs se sont vus confisquer leurs maisons achetées à crédit, même avant la crise. Voilà. Presque 1 million donc de maisons ont changé de main, venant améliorer le bilan des banques allemandes, françaises, italiennes, anglaises et américaines, etc. Opération réussie à 100%, les Grecs sont dépouillés, ne serait-ce que par la hausse des taxes foncières. Le FMI, etc., ils ont exigé que la taxe foncière soit augmentée de, je ne sais plus, ils l'ont multiplié par 2 ou par 3. Dans un premier temps. Les gens ne pouvaient plus payer. Ah ben vous ne pouvez plus payer, vous saisissez votre maison. Et j'ai vu ce cas se répandre en ce moment même en Bretagne et un peu partout en France, depuis la hausse massive des impôts, notamment des hausses locales, foncières, etc., des taxes. Enfin bon, voilà. Alors c'est quand même absolument incroyable. Alors écoutez bien, juste pour 30 000 € de dettes restants, 30 000. Pas grand-chose. Eurobank a procédé à la vente aux enchères de la maison de ces Grecs. Un contribuable sur 2 est endetté vis-à-vis de l'État grec, notamment à cause de la hausse des taxes immobilières impôts. Voilà, vous voyez, c'est la même chose chez eux. Créances douteuses, 110 milliards d'euros de crédits non remboursés à cause du chômage et de la crise. Afin de contourner les blocages, le gouvernement propose de procéder aux saisies sur Internet. Donc sur Internet, vous avez tout, voilà, vous faites votre choix. Tiens, je veux ça, tiens, celle-ci, elle me plaît, etc. Et c'est juste pour un pays de 10 millions d'habitants. Alors imaginez ce que ça va donner dans un pays comme la France si on leur laisse, on laisse faire ces bandes d'enfoirés, de bandits de Bruxelles. C'est ce que dit notre lecteur qu'il a lu dans le journal La Croix. C'est rare que le journal La Croix soit dans cette revue de presse, qui, je le rappelle, est la revue de presse la plus censurée de France, et moi-même étant le journaliste le plus censuré de France. Bernard Monod, votre commentaire là-dessus, là c'est du pratique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont, enfin, je sais pas, vous croisez les députés grecs, les députés chypriotes, etc. Vous discutez avec eux, enfin, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Tous mes collègues députés grecs, quelles que soient les couleurs, parce qu'à un moment donné, c'est même plus une couleur politique, ils subissent l'austérité, la politique d'austérité de l'Union européenne, de la Troïka, encore une fois, la BCE, l'Union européenne et le FMI. C'est du piratage moderne. Donc ils vont se servir, il n'y a pas de sang. Il y a de la sueur parce qu'ils font travailler durement les Grecs pour mieux leur prendre leur richesse, mais c'est du vol légal, quoi. Clairement. Donc, le piratage que vous avez trouvé, je trouve que c'est très bien, ça résume très bien. C'est la piraterie des temps modernes, oui, absolument. Donc ils sont à la manœuvre. C'est la piraterie financière. Voilà. C'est pour ça que moi je parle, et tout ça c'est pour sauver le système, encore bien une fois, financier, bancaire, le bilan des banques, etc., qui sont encore une fois en état d'urgence, et je pèse mes mots. Vous avez 1000 milliards aujourd'hui de créances douteuses dans l'ensemble du système de la zone euro, des banques. Vous en parliez tout à l'heure, très justement, la Deutsche Bank et la Commerzbank sont en grande difficulté. Absolument, ils ont même vendu la Commerzbank, voilà. Qui a vendu son siège social. Absolument. Il faut savoir que Merkel, sur ce sujet-là, est coincée entre l'union bancaire, entre ce qu'elle avait dit. Entre l'union bancaire et sa réélection fin d'année, au mois de septembre-octobre, je crois. Si elle applique le bail-in au sein de la Deutsche Bank et de la Commerzbank, eh bien, elle perd les élections, parce que ça va toucher les particuliers et puis les entreprises, donc forcément, elle est barrée aux élections. Et si elle applique la politique de l'Union européenne, de ne pas renflouer par l'État, ce qu'on appelle le buy-out, ça lui est interdit. Donc elle a trouvé une troisième option, c'est de faire renflouer par des investisseurs étrangers. Et avec la planche à billets, c'est ça, non, mais attendez, devinez qui ? Le Qatar. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui à 5% du capital de la Deutsche Bank. Elle envisage de les faire monter ils sont pas fous, à 15, 20 ou 25%. La banque Montepaschi, quand j'étais à Sienne, la Montepaschi sortait un communiqué de presse toutes les semaines en disant « Nous discutons avec le Qatar, tout va bien se passer, etc. » Cette mascarade a duré pendant 6 mois. Résultat des courses, le Qatar, ils sont pas idiots, ils sont pas plus idiots que nous. Ils n'ont pas mis un seul centime dans la banque Montepaschi. Résultat des courses, la Montepaschi a été nationalisée sans lettre, sans que ce soit officiel, bien sûr, le 23 décembre. Absolument. Le 23 décembre. Ils ont pris l'argent des impôts des Italiens. Oui, mais il y a un élément que moi j'ajoute par rapport à les Qataris ne sont pas plus idiots. Vous savez, les Qataris licencient en ce moment. Leur compagnie aérienne licencie massivement, donc leur économie, elle ne va pas si bien que ça.
Sauf qu'il y a un autre élément que Dites-nous. vous ne voyez pas, qui est de mon analyse politique, Oui. C'est que quelle est la contrepartie d'un renflouement d'une grande banque allemande? Je vous vois venir. Les hommes, les femmes et les enfants qui fuient la guerre sanglante en Syrie trouvent refuge à Athènes. Ils respirent le chagrin, mais aussi l'espoir de commencer une nouvelle vie. Avoir une vie meilleure, une vie pacifique. Mais le chemin est long et semé d'embûches. On compte 3,6 millions de réfugiés et déplacés à cause de la crise en Syrie. Les groupes de soutien aux émigrés déclarent que l'Union européenne peut et doit héberger au moins 180 000 réfugiés. Mais tous les Européens ne sont pas prêts à les accueillir à bras ouverts. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas les héberger, nous n'avons pas besoin de tant de monde. L'ONU ainsi que 30 organisations humanitaires ont exhorté les pays riches à accepter plus de réfugiés à l'approche de l'hiver. Nous devons connaître nos limites. Nous n'avons aucune envie de voir tous ces gens couchés dans les rues et leur nombre est très important. Il ne vous a pas échappé depuis 2015 qu'il y a un grand plan migratoire suite à la fuite de la Syrie, de l'Érythrée, etc., avec des flux qui cumulent maintenant, je crois, à 4 millions de migrants qui sont arrivés. Nous, on ne les appelle pas les réfugiés, c'est plutôt des migrants économiques qui viennent là. Et donc, c'est peut-être la contrepartie. On n'en a pas la preuve aujourd'hui. Mais moi, quand je remets tout le puzzle en place, est-ce que ce n'est pas la contrepartie financière de l'aide du renflouement de la Deutsche Bank, avec Merkel qui est tout à fait extrêmement pro-migratoire, avec M. Juncker, avec Mme Lagarde qui prend la position là-dessus, et vous entendez tous les commissaires à la Commission européenne qui vont tous dans le même sens. Ce sont tous des pro-immigration. C'est la contrepartie. D'ailleurs, j'ai vu une information ce matin, comme quoi Bruxelles, donc l'Union européenne, va imposer une amende de 170 millions d'euros, je crois, à tous les pays qui, ou je ne sais plus combien de centaines de millions, pas sur la politique européenne. Qui refuseront de recevoir les migrants chez eux. C'est ça. C'est quand même invraisemblable. Et le maintien de l'euro, c'est aussi un moyen de pression sur les États membres qui refuseront cette politique migratoire. Absolument. Non, mais ça, je voudrais que les spectateurs s'en rendent compte parce que c'est un peu, vous habitez une maison, hein, vous êtes à Limoges, à Périgueux, Perpignan, Nice, peu importe, Paris, et vous avez une maison, vous avez, je sais pas, 80, 120 mètres carrés ou plus, peu importe. Et vous avez le gouvernement qui vient vous dire l'Europe nous a mis le revolver sur la tempe, donc nous on le fait avec vous. Vous avez 120 mètres carrés, donc vous avez une pièce de disponible, donc vous allez prendre un couple de migrants chez vous. Voilà. Grosso modo, c'est la révolution russe, hein, ça s'est passé comme ça. On le voit très bien, il y a une scène dans le Docteur Zhivago avec Omar Sharif, on voit... ils sont obligés de partager le grand appartement et ils voient arriver tout d'un coup 8 familles, des étrangers chez eux. Et c'est un peu ce qui se passe. Hein. Ça, c'est la première étape. On dit au pays, à la France, si vous ne prenez pas 1 million de migrants, c'est 1 milliard ou 2 milliards. Vous allez payer 2 milliards. Voilà. Et le pire, sans partager le loyer. C'est ça, oui. En plus, ils ne payent pas, les mecs. C'est énorme. Non, mais attendez... tiens, justement, à ce sujet. Alors là, pour ma part, je suis révolté parce que là, j'appelle ça le début de la tyrannie. Et je pèse mes mots. L'immunité judiciaire de Marine Le Pen a été levée parce qu'elle a tweeté une image d'exécution de Daesh. Autrement dit, vous avez ces enfoirés d'islamistes, ces pourritures, qui font des attentats en France, au Bataclan, à Bruxelles, un peu partout. Il y a des centaines et des centaines de morts. Dans Le Pen fait un tweet avec une image, machin, et c'est elle qui va être condamnée, et on lève son immunité. Non mais attendez, mais c'est de la tyrannie. Là, c'est un système fasciste qui se met en place. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ils ne se rendent même pas compte que le peuple français voit ça d'un très très mauvais œil et que ça risque... Ils vont avoir le contraire de ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Vous y étiez là au moment de ce vote ? Alors, racontez-nous ce vote. Ça s'est passé hier matin racontez-nous. Au vote donc en plénière à Bruxelles. Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Ferrara σχετικά με την αίτηση για την άρση χωρών στην ψηφοφορία, πώς είναι υπέρ της άρσης της ασυλίας. Κατά αποχές. Et bien entendu, tout notre groupe Europe des Nations et des Libertés avons... donc déjà, vous voyez, on porte bien le nom, hein, par rapport à tous les autres adversaires. Donc nous avons voté contre cette proposition qui était faite par la Commission
et donc qui levait l'immunité exclusivement sur cette affaire-là. Il faut savoir que ce n'est pas une immunité globale. Elle conserve l'immunité globale, mais que sur cette affaire. Oui. Parce qu'il est question de lever son immunité pour d'autres sujets, pour d'autres dossiers. Le sujet qui concerne notamment les assistants parlementaires, on y reviendra tout à l'heure. Prétendument les assistants avec emploi fictif, etc. Bon, ça reste à démontrer, sachant que c'est la norme un peu générale, y compris le président Schulz. Oui, on va y revenir, on va en parler. Bon, tout ça pour dire, Marine Le Pen est le martyr, et donc plus elle est martyr, plus elle monte dans les sondages. Donc voilà, nous on constate les résultats. Vous avez l'impression qu'ils sont prêts à tout pour l'empêcher d'arriver au bout? Bien entendu, mais ça fait partie comme vous dites, d'une sorte de despotisme. Le système est en péril, donc ils seront prêts à tout pour sauver le système tel qu'il est. Voilà. Vous n'avez pas peur pour Marine, là? Oui. Bon, elle a un bon ange gardien, je pense. Probablement. Parce qu'avec tous les sacrifices qu'elle fait... à la fois personnel et politique. Non, mais je crois que c'est dans son livre, je crois qu'elle raconte que lorsque la maison de son père avait été plastiquée, ils avaient mis je ne sais plus combien de kilos d'explosifs. Une centaine de kilos, je crois. Oui, une centaine de kilos. Et ce jour-là, elle s'est rendue compte qu'il y avait autre chose, elle avait un bon ange gardien, on va dire ça comme ça. L'au-delà la soutenait, c'est ça. Je crois que les trois sœurs, d'ailleurs, ont été totalement épargnées. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a eu aucune victime. Incroyable. C'est tout à fait incroyable. Un miracle, c'est un miracle. Ce cas, d'ailleurs, aurait pu être dans mon livre sur les anges gardiens, clairement. Je ne savais pas. Eh bien, Bernard Monod, nous allons observer une pause. Nous allons mettre une publicité de banquier. Et nous allons aborder dans la deuxième partie l'argent, tout ce qui est argent virtuel et d'autres problèmes que nos lecteurs rencontrent régulièrement dans leur banque. A tout de suite. Xavier, tu débarrasses, s'il te plaît? Non mais t'es sérieux là? Chez BNP Paribas, d'un clic sur votre mobile, vous transférez immédiatement de l'argent à vos proches. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Chers amis, nous voici de retour pour la deuxième partie de la revue de presse avec notre invité Bernard Monod, député européen du FN à Bruxelles, qui nous parle justement de tous les problèmes monétaires. Alors, puisque nous sommes toujours dans les questions monétaires, on a le témoignage de l'un de nos lecteurs, Monsieur Chaudre. Alors, il nous dit, voici ce qui m'est arrivé jeudi dernier à Paris, à un guichet de la RATP. Je demande 2 billets RER pour la banlieue, soit environ 20 €, en présentant déjà mon billet de 50. Alors, la petite caissière me répond navré que la RATP ne rend plus de monnaie au-delà de 20 € et que si je n'ai pas d'autres moyens de paiement, il faut que j'aille changer mon billet chez les commerçants qui sont dehors. Le lecteur est complètement sidéré, donc il lui demande de répéter. Je demande de répéter pour m'imprégner de cette énormité sans en omettre les nuances. Son responsable et une troisième personne me confirme laconiquement cette élucubration mortifère. Donc je prends cependant le temps de préciser que supprimer le cash, c'est supprimer toute opposition politique. Et c'est faire le pas décisif vers la dictature. Eh bien Pierre, croyez-moi ou non, les 3 agents opinaient en silence, la mine défaite. Ils semblaient, tout autant que moi, être conscients que nous étions rentrés dans un monde nouveau, inconnu et inquiétant. Je vais vous donner une deuxième information, Bernard Monod, de notre lecteur, M. Kléber. Il vit en Allemagne. Il dit « Les paiements liquides supérieurs à 5 000 € seront bientôt illégaux en Allemagne ». Donc il nous donne un lien sur le magazine Die Welt. Puis en 2018, cela va être ramené à 900 €, voilà, c'est moi qui le dis, et ensuite à 0, un peu comme ce qui est prévu pour la France. Et dernière nouveauté, les députés, alors ils n'ont pas des choses plus intelligentes à faire, nos députés à Paris, là. Les députés veulent interdire le cash, l'utilisation du cash au loto et au PMU pour lever l'anonymat afin de lutter contre la bonne excuse, le blanchiment et le jeu des mineurs. Et ça, c'était dans un fameux journal de désinformation totale qui s'appelle Le Monde et qui est d'ailleurs indexé dans le Décodex comme journal de fabrication artisanale où sur le journal Le Monde, tout est faux.
y compris la date. Je cite un énarque, puisque c'est la date toujours du lendemain, allez comprendre pourquoi. Donc merci à notre... Vous parlez de l'immonde. Je parle de l'immonde, c'est le général de Gaulle qui l'appelait comme ça. C'est le patron de Radio Courtoisie qui a sorti ça, j'étais vraiment plié en deux. Bernard Monod, que pensez-vous là justement de cette... Vous voyez qu'ils veulent supprimer le cash, il y a un plan global, et maintenant même au loto. Bientôt, vous ne pourrez plus payer, sortir un billet de 50 € pour payer votre grille de loto. Vous êtes obligé de présenter une pièce d'identité et ainsi de suite. Et même au PMU, vous ne pourrez plus jouer de l'argent sans présenter votre carte d'identité. Qu'est-ce que vous voyez, vous, avec toutes les lois qu'ils vous présentent à voter tous les jours? Sous Sarkozy, on est à 7 500 € de paiement en liquide. C'est tombé à 3 000 sous Sarkozy. Et avec donc Hollande et Sapin, on est passé de 3 000 à 1 000. Bon, vous voyez la progressivité. Donc on est passé de 7 500 à 1 000. Bon, voilà. Déjà. Et puis et avant, il n'y avait pas de limite. On arrivera à 1 €. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez la meilleure preuve. Je crois que l'année dernière, M. Sapin faisait la promotion des cartes sans contact. Absolument, les NFC. Paiement jusqu'à 1 €. C'est la préparation. Jusqu'à 20 €. De 1 à 20. De 1 à 20, absolument. C'est la préparation de l'opinion publique et à la fin de l'argent liquide et pour les familiariser à une société sans cash, sans espèces, qui fait qu'on va leur priver d'une liberté fondamentale qui est de pouvoir circuler, ne serait-ce que la qualité de vie. On est d'accord, la qualité de vie. Même le banquier a votre vie entre ses mains, quoi. Il appuie sur un bouton et c'est fini. Vous êtes enfermé dans la NAS. Votre carte ne fonctionne plus, quoi. Vous êtes enfermé dans la NAS bancaire et le système financier. C'est ça, en fait, que nous condamnons. Le Front National, vous savez que c'est un parti lanceur d'alerte. Il y a plus de 40 ans, c'était le risque, le péril mortel de l'immigration pour notre peuple et pour notre identité nationale. Malheureusement, nous avons eu raison. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est la fin des libertés individuelles. Alors, vous avez effectivement la fin de l'argent liquide, qui est l'étape 3, après le totalitarisme financier, l'union bancaire, etc. Et puis la 4e étape, on en parlait tout à l'heure, c'est la crypto-monnaie avec l'argent virtuel, etc. Alors, justement, j'allais venir. Vous lisez l'article, ça s'appelle « Retour de la crise grecque ». Donc vous retrouvez tout ça sur quotidien.com, évidemment. La pression de l'Allemagne et de la BCE sur la Grèce est devenue telle que les fuites massives de capitaux ont repris. Alors ça, c'est un article qui date du 27 février 2017, pas de 2014, je précise, parce qu'on aurait pu le lire aussi en 2014. L'histoire se répète. Madame Merkel en a marre de payer. Les contribuables allemands ont déjà déboursé 700 € par personne. Ils ne sont pas heureux non plus. Et si on donne quelque chose à la Grèce, il faut s'attendre à ce que tous les autres pays réclament la même chose. C'est une situation inextricable parce que, bien sûr, les Grecs eux-mêmes ont été très appauvris par l'Union européenne. Ils ne peuvent pas se permettre de durcir les mesures d'austérité qu'ils connaissent déjà. La Grèce doit faire faillite et quitter la zone euro. Elle va énormément souffrir à court terme, mais qu'est-ce qui est le mieux ? Faire face à une crise courte ou vivre, comme ils le font maintenant, comme des grenouilles dans de l'eau bouillante, souffrant perpétuellement, sans aucune perspective. Les contrôles des capitaux sont toujours en place après que les Grecs aient fermé leurs banques pendant 3 semaines, 1 mois, vous vous en souvenez. Au mois de juillet 2015. Exactement. Et aujourd'hui, les Grecs peuvent retirer un maximum avec leur carte, un distributeur donc. Le maximum est fixé à 1 800 € par mois. Autrement dit, c'est grosso modo 450 € par semaine. 450 € par semaine maximum de retrait. J'ai l'impression qu'en France, on va venir, puisque techniquement, nous, en France, par tête d'habitant, on est plus endettés que les Grecs par tête d'habitant. C'est ça qui est extraordinaire. Votre analyse là-dessus, Bernard Monod ? Mon analyse, c'est qu'effectivement, la pression du lobby bancaire auprès des autorités, notamment européennes, fait qu'ils veulent supprimer l'argent liquide pour les citoyens, pour enfermer dans la NAS du système bancaire, parce que le système bancaire a besoin des dépôts pour rester à peu près solvable, compte tenu du risque de solvabilité très, très fort, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, par contre, ils se gardent les dépôts liquides pour eux. Parce que ça leur évite d'aller se présenter leurs titres quotidiennement au guichet de la Banque centrale, qui va, elle, leur appliquer un taux d'intérêt négatif, parce qu'on fonctionne à l'envers. Quand je vous disais, on fonctionne à l'envers, vraiment. On fonctionne à l'envers avec des taux d'intérêt négatifs, c'est ce qu'on appelle des facilités de dépôt, et qui fait qu'aujourd'hui, une banque qui va à la Banque centrale, tous les jours, se voit appliquer un taux de moins 0,40 ou 0,45 maintenant, je crois, sur les titres qui sont déposés à la Banque centrale européenne. Alors, je continue ce papier. Alors là aussi, votre analyse va être intéressante. Donc, il nous dit que maintenant, en fait, ce que font les Grecs, en fait, ils achètent des pièces d'or. Et maintenant, à Athènes, enfin dans toute la Grèce, il y a une contrebande
de pièces d'or, puisque, bien entendu, la BCE a interdit à la Banque centrale grecque de vendre des pièces d'or aux citoyens. C'est pas beau, ça? Et il y a un autre pays... qu'à terme, il leur confisque, peut-être. Alors justement, il y a un pays... produit en 1933 aux États-Unis. Non, attention, c'était pas une confiscation. C'était une rétention. Non, c'était pas une confiscation. C'était l'obligation aux Américains... de déclarer. De vendre. C'est-à-dire que la Fed rachetait les lingots d'or, les pièces d'or. Vous jouez sur mais seuls 10%. Non, c'est pas la même chose. Non, ils les rachetaient. Il n'y avait pas une saisie. Non, ils avaient de la monnaie de singe en échange. Il n'y avait plus de détention. Attention. Il n'y avait plus de détention. Voilà, interdiction d'avoir de l'or, mais ils ont racheté l'or au peuple américain. Mais seuls 10% des Américains ont vendu leur or. Les autres, ils l'ont enterré. Ils sont allés au Canada, tout simplement. C'était pas compliqué. Mais l'or qu'ils avaient récupéré, c'était même pas du 24 carats de banque, c'était du 14 carats, ça vaut rien et c'est toujours à Fort Knox. Peut-être. Et on n'est même pas sûr, parce que la Fed ne veut pas d'audit de la Fort Knox. Alors justement, puisqu'on est sur l'or, tiens, le président du Kyrgyzstan, que moi-même je ne sais pas trop où c'est, veut que chaque citoyen ait 100 grammes d'or. Donc après la Turquie, voici qu'un autre pays demande à ses habitants d'acheter de l'or. Tolkunbek Abdoyugulov, du pays des Kirghizes, alors donc la capitale c'est Bishkent, c'est joli Bishkent, veut que chacun de ses citoyens, environ 6 millions donc, ait de l'or chez lui afin d'aider le pays à devenir riche. Ça devrait vous parler, ça. En tant que shadow gouverneur de la Banque de France, on va dire ça comme ça. La grande majorité du pays étant composée d'éleveurs, pour eux, la seule unité qui permet d'investir leurs économies, c'est le bétail. C'est drôle. Ils sont restés encore au Moyen-Âge, en fait. C'est ça, c'est le réel. Le réel, oui, la terre et le bétail. Les moutons, les vaches, etc. Et donc, du coup, Bloomberg rapporte que la Banque centrale vend de l'or à ses citoyens. Attends, elle vend de l'or, elle oblige les citoyens à en acheter afin de les encourager à participer à l'épargne du pays. Moi, je rappelle que la Banque de France faisait la même chose jusqu'en 1914. Et alors, Bloomberg a fait le calcul. Donc, il dit ça veut dire que la population devrait avoir à peu près 600 tonnes d'or, l'équivalent de 30 fois ce que produit la nation en termes d'or, de sortie des mines. Vous encouragez le spectateur à avoir de l'or, à acheter de l'or? À titre personnel, oui. Oui. À titre personnel. Oui. D'accord. Et l'argent? Je pense que c'est une réserve de sécurité. Absolument. Ou l'argent, enfin. Vous avez des pièces d'argent? Un métal précieux, quel qu'il soit. Il faut savoir qu'en 1940, une famille qui avait environ 200 Napoléons, dont la dernière série, je crois que c'était le Coq, qui valait à l'époque 150 francs. Oui. À la fin de la guerre, donc en 1945, le même Napoléon valait 5700 francs de l'époque, bien entendu. Et donc il y a eu une envolée extraordinaire de la valorisation du prix de l'or. Pourquoi? Parce que c'était un temps de guerre, bien entendu. Mais ça démontre, si vous voulez, qu'en temps de crise grave, de détenir de l'or peut éventuellement mais on est en temps sécuriser. De crise grave. Pas encore, je pense que hélas... on y va, on le sent. C'est une question que je vous poserai à la fin d'ailleurs, sur vos perspectives économiques pour le proche futur. Une autre information justement à propos de l'or, c'est la mère de Puteaux, Madame Secaldi je crois, si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises. Elle s'est fait coincer par les impôts parce qu'elle avait, je sais pas, une quarantaine de lingots d'or qu'elle avait planqués en Suisse ou un truc comme ça. C'est Canard enchaîné qui avait donné cette information. Si mes souvenirs sont bons, j'avais également lu que Jean-Marie Le Pen lui-même est un grand fervent de lingots d'or. Si mes souvenirs sont bons. Parce qu'il y a eu une descente de police chez lui il y a 2 mois ou 3 mois, un truc comme ça. Une perquisition où il y a un an. J'ai un vague souvenir, ils ont saisi tous ces lingots d'or. 2 ou 3 lingots d'or, effectivement. Mais bon. À la famille, mais moi, je dis que chaque Français devrait avoir effectivement une petite réserve. On est d'accord. Comme nos arrière-grands-parents, en quelque sorte, avec un bas de laine. Pour le boire pour la soif, tout simplement. Puisqu'on en parle, j'ai une info qui me revient, que j'avais donnée dans la revue de presse il y a à peu près 6 ans. C'est Monsieur Peugeot. La famille Peugeot, mais c'est Monsieur Peugeot donc, qui a été cambriolé. Et donc, il lui avait volé, je crois, une trentaine ou une quarantaine de lingots d'or et qu'il avait fait installer par un plombier dans le chauffe-eau. Alors, je veux dire, le plombier devait être bien informé, là, pour le coup. Voilà. Ce qui prouve bien que les industriels savent où placer leur argent. Ils savent passer. Non, mais ça me fait penser à une lectrice corse qui m'a offert de l'eau en or, d'un alcool corse avec des paillettes d'or dedans.
Ça s'appelle l'eau des anges, pardon. De l'or alimentaire. De l'or alimentaire, voilà. Une autre information, alors c'est anecdotique, mais vous allez nous en parler, de notre lecteur, je crois que c'est Jean-Baptiste. Alors il me dit, ma mésaventure de ce matin, suite à un courrier de la Banque Postale. Oui, il me dit, j'ai encore des billes là-bas, c'est mal, je sais. Alors la Poste m'informe que mon livret A, avec ses 213,98 € a été clôturé pour, motif réglementaire. J'appelle donc le service client afin de connaître les détails. Un gentil monsieur me répond qu'en l'absence de mon lieu de naissance, puis un peu plus loin dans la conversation, il s'agit de ma date de naissance. Ils ont clôturé le compte. C'est pas comme si ça faisait plus de 15 ans qu'il était ouvert, mon compte, ou qu'il m'envoyait juste un courrier pour me demander les renseignements manquants. Autrement dit, donc, le compte était là depuis 15 ans, mais comme il n'y touchait plus depuis quelques temps, ils lui ont braqué son compte, sous prétexte qu'ils n'avaient pas sa date de naissance, ce qui est manifestement un mensonge évident, un prétexte. Les difficultés de la Banque Postale ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et les licenciements à la BPE ? Oui, mais de toute façon, tout ça est le signe qu'effectivement, comme je vous le dis, le système bancaire européen et aussi français, peut-être un peu moins par relativité, ne va pas bien. C'est pour ça qu'il faudrait que les Français en prennent conscience. Tout ça sont les signes de fin d'un système où on élimine les comptes inactifs, comme vous venez de dire, où tout ce qui ne rapporte pas est éliminé. Donc la notion de fidélité des clients n'apparaît plus du tout dans la relation entre clients et banque. Et ça, c'est dramatique. Là, c'est du vol. D'autant que c'est du vol. Il n'y a pas d'autre mot. Non, mais d'autant que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est le système bancaire lui-même, le lobby bancaire des années 60, qui a fait que tous les salariés devaient avoir un compte bancaire pour verser leur salaire. Donc on les enferme dans une nasse, et puis après, on ramasse. Si c'est rentable, on remonte. Si c'est rentable, vous restez. Si c'est pas rentable, on vous éjecte. Voilà. Il y a une loi, je crois, il y a un jugement, je ne sais plus. Maintenant, si vous parlez mal à votre banquier, si vous l'engueulez au téléphone, il a le droit de vous éjecter du jour au lendemain. Je crois qu'il y a un jugement qui a été rendu récemment. Si vous traitez votre banquier d'escroc, de voleur, etc., il va vous éjecter et vous ne pourrez rien dire. Vous vous rendez compte ? Ça confirme ce que vous dites. Alors, une information, là aussi votre commentaire est important parce que je pense que Marine Le Pen en parle dans ses campagnes électorales. Le jeudi 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, donc à La Réunion, a condamné le RSI à prouver qu'il existe légalement. Donc déjà, rien que ça, Alors, monsieur Monod, vous devez prouver que vous existez légalement, oui, c'est un peu ça. C'est déjà le truc de ouf, quoi. Surréaliste. Alors, écoutez bien la suite. Alors, c'est une grande victoire pour le combat de Claude Reichmann, qui a toujours dit que le RSI n'avait aucune existence prouvée. Mais il avait raison. Le RSI doit fournir notamment les attestations de régularité demandées par des travailleurs indépendants. Une astreinte de 6 000 € par jour de retard pour la fourniture de ces pièces a également été signifiée au RSI. Le tribunal ayant prononcé l'exécution provisoire de sa décision, l'astreinte est immédiatement exigible. Donc c'est une victoire. Avant de gagner la guerre, se félicite le collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion, le CESPAR, donc on les salue, qui plaide pour la liberté de s'assurer où on veut. Donc bravo à nos amis réunionnais. Alors, le RSI, Macron veut le supprimer. Marine, elle veut faire quoi ? Alors, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est le volontariat, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux affiliés du RSI et de l'URSSAF aussi, parce qu'il y a les professions libérales, donc c'est un tout, URSSAF, RSI, la liberté de s'affilier là où ils veulent. Donc, soit le régime général, soit éventuellement un autre régime qui naîtra post-RSI. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'il faut remettre à plat l'ensemble du système du régime social des indépendants, parce que c'est en train d'asphyxier beaucoup d'affiliés, il y a des commerçants artisans, professions libérales qui ferment carrément leurs portes parce qu'ils ne peuvent plus d'abord. En plus, ils demandent des montants colossaux, quoi. Enfin, c'est du délire. C'est ça, qui ne sont non justifiés. Absolument. Qui sont non justifiés. Et moi, donc, pour avoir été, si vous voulez, un des tenants du suivi des comptes du RSI, il faut savoir qu'en 2008, ils ont perdu des sommes considérables. 4 milliards, vous m'avez dit. Sur 4 milliards. La crise des je m'en souviens parce que vous étiez à la Caisse des dépôts et consignations à l'époque. Moi, j'avais appris. Voilà. Il y a un peu prescription maintenant. Il y a prescription maintenant. Mais si, je m'en souviens très bien. Vous étiez même consterné, vous étiez estomaqué, scandalisé. Et c'est le même de l'intérêt. Chers professions libérales, chauffeurs de taxi, commerçants, sachez que 4 milliards de RSI a été perdu à Wall Street
Hein, voilà, et c'est pour ça qu'il vous écrase. Maintenant, il vous demande 80 000 euros. Vous ne savez même pas pourquoi. Ce qui justifie effectivement que la méthode de calcul des cotisations n'est jamais fournie aux affiliés. Et c'était un cadre du RSI qui avait assisté à une grande réunion avec vous à la Caisse des dépôts et consignations à Paris. Je m'en souviens maintenant. Alors, point intéressant, le cours du Bitcoin a dépassé le cours de l'or aujourd'hui. Le Bitcoin est apparu en 2009 et une dizaine de millions de personnes l'utilisent déjà comme moyen de paiement pour échanger des biens et des services. Contrairement aux monnaies comme l'euro ou le dollar, il n'existe ni de pièces ni de billets. Cette monnaie est totalement électronique. Elle n'appartient à aucun État, elle n'est pas matérialisée et elle n'est régulée par aucune banque centrale. C'est une monnaie sans banque, gérée par ses propres utilisateurs en réseau et beaucoup moins vulnérable face aux attaques informatiques. Alors, en tant que banquier, monétariste, économiste, votre analyse sur le Bitcoin et quelle est votre position, qui est techniquement celle du FN, j'imagine, sur le Bitcoin? La position du Front National stratégiquement sur les monnaies, les crypto-monnaies et les monnaies virtuelles, nous sommes radicalement contre. Pourquoi ? D'accord. Parce que c'est une atteinte à la liberté individuelle des citoyens. Parce que d'abord, nous considérons que ce n'est pas une monnaie. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un peu comme les cartes qu'on s'échangeait à la cour des footballeurs. Il y a un peu de ça, on est d'accord. C'est de la monnaie électronique qui n'existe pas. C'est un placement, en réalité, c'est un placement financier international. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la volatilité extrêmement importante, que ce soit du Bitcoin ou du Ethereum, qui, entre parenthèses, s'est fait hacker, je crois, l'été dernier, de 50 millions de dollars. Je crois que c'est 120 millions de dollars. Voilà, ce qui prouve bien que tout ça est extrêmement volatile et extrêmement dangereux. Donc, ça n'a pas cours légal. Mais même le Bitcoin a été piraté. Aussi. Il n'y a aucun contrôle derrière, si vous voulez, il n'y a pas de garantie. Bon, donc demain... Mais c'est ce qui plaît plus, justement, c'est pour ça que ça plaît. Oui, sauf que moi je pense que nous pensons qu'un État stratège, une nation, donne un cours légal à une monnaie, et ensuite c'est à l'État de défendre le niveau de la monnaie, etc., dans l'intérêt des citoyens qui sont justement propriétaires de cette monnaie qui a cours légal. Voilà. C'est ça qui est fondamental en termes de culture monétaire pour les citoyens. Je suis votre logique, je comprends ce que donc, un cours légal d'une monnaie, quelle qu'il soit, dans toutes les nations, sachant que pour nous, une nation égale une monnaie, hein, et donc l'aberration que l'on a avec la zone euro, la monnaie unique, ou alors le dollar, d'une monnaie nationale qui s'impose aux 2 tiers de la planète, pour nous, ce sont 2 aberrations. Voilà, donc la troisième, c'est effectivement ces monnaies crypto-monnaies, qui pour nous sont des bulles passagères, c'est extrêmement marketing. Et ça atteint, si vous voulez, la citoyenneté, c'est-à-dire que vous n'êtes plus maître de rien du tout. Voilà. Donc vous investissez là-dedans, et puis demain il y a un crack du Bitcoin, et qu'est-ce que vont faire? On va vous expliquer attendez. Vous avez pris le risque d'acheter du Bitcoin. Non mais attendez, est-ce que vous pouvez, à ce moment-là, vous pouvez très bien considérer que le Bitcoin est un placement à risque, et que si les gens ont envie d'y aller, c'est leur problème. Ils sont libres. Mais vous n'allez pas l'interdire, si? Non, on ne va pas l'interdire, on laissera libre, mais ce n'aura jamais cours légal. Enfin, sous un régime de Marine Le Pen, ça n'aura jamais cours légal comme monnaie nationale, tout simplement. Et justement pour protéger, encore une fois, les citoyens et les porteurs de ça. Hein. Voilà. Alors justement, à propos de protection des citoyens, au cas où vous ne l'avez pas vu, c'était il y a 15 jours, vous allez le voir derrière nous, la lettre de la Deutsche Bank. Le PDG de la Deutsche Bank, M. Krayan, a publié comme une grande page de pub dans 3 ou 4 grands quotidiens allemands une lettre d'excuse pour avoir escroqué tout le monde pendant 20 ans. Et au même moment, écoutez bien, là, je vous lis la dépêche parce que c'est hilarant. Alors c'est notre lecteur, M. Villon, qui l'a vu. Parce que la Deutsche Bank a été condamnée une nouvelle fois, figurez-vous, en même temps qu'est parue cette lettre d'excuse. La Deutsche Bank s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, c'est-à-dire à aider le transfert d'actions russes vers Londres ou les États-Unis. Et la chose n'est pas jugée à Moscou, mais à Londres et à New York, comme c'est étrange. Le régulateur des marchés financiers, donc la banque, sanctionne encore une amende, cette fois de 630 millions de dollars. Alors, c'est quand même incroyable. Il dit, c'est une analyse des profondeurs. Il a beaucoup d'humour, notre lecteur. Je vous le dis depuis quelque temps déjà, pour le monde de la finance globale, la Russie est une base arrière de ressources et commodities à piller autant que possible, avec la complicité d'une branche de l'oligarchie russe par ailleurs. Mais ce pillage doit être fin et discipliné pour ne pas attirer l'attention. Donc c'est un grand papier qui est dans le Guardian. Donc vous voyez que ne laissez pas, enfin là pour le coup, ne faites aucune confiance à votre banquier. Les placements qu'il va vous donner, c'est des placements pour lui, mais certainement pas pour vous. Alors,
Dernière question pour clore cette revue de presse, Bernard Monod. Quels sont vos... On va faire un peu Madame Irma, enfin Monsieur Irma pour le coup. Votre vision de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? La question qu'on me pose très souvent, quand est-ce que ça va exploser? Donc je vous redonne le bébé, quand est-ce que ça va exploser? Je ne suis pas devin, je suis quelqu'un qui analyse les faits et qui essaye d'en faire une prospective dans le temps. C'est comme ça d'ailleurs qu'en 2008, nous avions anticipé avec mon confrère, le professeur Sulzer, la crise donc, de 2008, où nous avions annoncé 3 mois avant que le système bancaire mondial allait Je vous ai battu imploser. 6 mois avant. Ah, vous l'aviez dit aussi. Bon, 6 mois avant. J'avais un peu d'avance sur vous. Mais enfin, on avait donné un calendrier et on est le seul parti politique, en tout cas, à avoir C'est annoncé exact. la crise à l'époque. Bon, ce qui fait qu'on n'est pas si mauvais que. Non, c'est vrai, que nos adversaires, je confirme. Le pensent. Donc tout ça pour dire que bon, si on fait une prospective avec l'envolée du surendettement dans tout l'Occident, le shadow banking. Moi, si je fais à nouveau cette extrapolation-là jusque dans les années début de 2020, moi je pense que 2021, le système ne peut pas perdurer tel qu'il est aujourd'hui. Donc il va y avoir forcément... Bon, on est déjà ruiné, hein, même Fillon l'avait dit, je crois, en 2009. Absolument. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. Voilà, il avait tout à fait raison. Maintenant, il est ruiné parce qu'on n'a plus la capacité de rebond économique rapidement, en tout cas dans ce modèle-là. Et donc, pour répondre à votre question, moi je pense que la banqueroute généralisée est au bout du chemin entre 2017 et 2021 au plus tard. Je prends un engagement de calendrier, mais franchement, je veux dire, le système est intenable. Et il y a aussi l'autre volet qui concerne le risque migratoire, qui pour nous est un risque, un péril mortel. Mais même pour l'Allemagne. Pour tout l'Occident, hein, et en particulier. D'ailleurs, moi je me demande même en analyse politique si les Britanniques ne sont pas sortis de l'Union européenne pour les raisons de risque migratoire sur leur territoire. Bon, non, je pense que c'est ce qui a dû jouer dans la balance pour les Britanniques. Pour les Britanniques de la classe moyenne, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est eux, ils ont réagi à ça. Ça a été déterminant. Absolument, voilà. ça a été déterminant. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que la finance, il n'y a pas que les banques, etc. Il y a aussi la notion de citoyen, de l'identité nationale, liée aussi à la notion de sécurité, c'est-à-dire qu'un État, une nation doit apporter, c'est la première d'ailleurs des libertés, c'est la sécurité des citoyens. Et on constate aujourd'hui, hélas, avec les attentats terroristes, que l'État n'apporte plus aucune sécurité à ses citoyens. Ils en ont même fait une fatalité, c'est-à-dire préparez-vous, de toute façon ça va se poursuivre, il y aura d'autres attentats, etc. Donc il appartient donc à un État avec des dirigeants responsables et honnêtes, dans l'intérêt des citoyens, d'apporter de la sécurité, et notamment en rétablissant des frontières nationales et non pas des frontières européennes qui sont en réalité une passoire, et bien entendu sur l'ensemble des flux, que ce soit des flux de capitaux, de marchandises, de services et de personnes forcément avec les flux migratoires. D'accord, donc vous avez entendu, c'est entre 2017 et 2021, donc on a un peu de marge. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Cela dit, je suis d'accord parce que vous allez voir derrière nous un graphique que vous avez sur quotidien.com qui est une carte du monde mais qui est refaite en fonction de l'endettement du pays. Enfin, je ne sais même plus combien d'ailleurs. Trilliards, pardon, ce que je raconte. Trilliards. 2000 trilliards. 21 trilliards. 21 trilliards. Enfin, il y a tellement de zéros qu'on ne sait plus. Il y a le Japon. Voilà. Et que de toute façon, toutes les expérimentations de monnaie qui ne reposent sur rien, monnaie papier, le taux d'échec est de 100%. Donc l'explosion, elle est mathématique, elle est inévitable. C'est clair, net et précis. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle il veut supprimer l'usage de l'argent liquide, parce que ça permet aux banques de garder par devers elles tout l'argent que vous ne dépensez pas. On vous enlève même la liberté de retirer l'argent de la banque et de le mettre chez vous. Vous vous rendez compte, hein, c'est quand même une sacrée liberté qui nous est enlevée. Et là, on voit la tyrannie, cette espèce de dictature européenne qui se met en place. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Moi, depuis 2008, vous suivez cette revue de presse depuis 2009, hein, je crois. Quand j'attends, voilà. Voilà. Enfin, donc moi j'ai vu l'évolution absolument phénoménale de la suppression du liquide, de l'arrivée des NFC, enfin vraiment, et c'est un plan
je l'ai montré dans un livre que j'ai publié d'ailleurs à l'époque, ce qui s'appelle 777, et c'est le vice-président de Visa qui a annoncé déjà la couleur, alors que la crise n'avait même pas, le Wall Street n'avait même pas explosé. Donc, explosion ou pas, le programme était déjà là. C'est là où c'est intéressant. Ils ont le cynisme d'annoncer en plus ce qu'ils vont faire. C'est ça qui c'est le système américain. C'est ça qui est ahurissant. Aucun plan. Si on est très attentif, exactement. On sait ce qui va se passer dans 5, 8 ou 10 ans. Donc ils annoncent le plan ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Mais il n'y a pas de nouvel ordre mondial, il n'y a qu'un ordre, qu'un ordre américain, il n'y a pas de nouvel ordre mondial, c'est grotesque. C'est le nouvel ordre américain, tout simplement. Si vous permettez, j'ai 2 chiffres très importants pour bien comprendre la pyramide dans laquelle on est aujourd'hui. 227 trilliards de dettes publiques et privées mondiales pour 74 milliards de PIB mondial. Voilà, donc c'est 3 fois plus. On passe de 74 à 227. Donc ce qui vous prouve bien que tout ça, le différentiel, c'est effectivement de l'argent qui vient des banques centrales et que nous considérons que les banques centrales sont des incendiaires, c'est-à-dire qu'ils allument le feu, ils viennent l'éteindre après avec les bulles immobilières, les bulles financières, etc. Et tout ça, rendez-vous compte que depuis le discours de mardi du président américain Trump, la bourse, ça y est, le Dow Jones a passé le cap des 20 000 points. Voilà, c'est du jamais 21 000, on a même touché 21 000. Vous avez raison, 21 000 points, c'est du jamais vu. Hein, bon. Oui, mais en plus, ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a jamais eu autant de licenciements. C'est ça, voilà, tout ça est lié à ces bulles financières. Caterpillar, le meilleur exemple, c'est que Caterpillar, ça fait maintenant 50 mois de suite, 50 mois consécutifs que il n'a jamais réussi à remonter son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires est vraiment très très bas. Donc ça prouve bien que c'est une bulle. Mais alors, c'est même plus une bulle, là, c'est Neptune. Pour le coup. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie financière est 3 fois plus importante que l'économie réelle. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire du capitalisme. Donc il va forcément se passer quelque chose à un moment donné ou à un autre. Bon. Moi, je pense que le point faible étant le système bancaire. Je voulais vous inviter à, effectivement, de temps en temps, consulter mon site. J'essaie de donner de l'information de manière hebdomadaire sur mon site bernardmonod.com, dans lequel, d'abord, j'ai installé un compteur de la dette, qu'il faut que je réactualise d'ailleurs. Ah, voilà. Donc, voilà. Comme ça, on le compteur de la France ou global ? De la France. De la France. On voit à quelle allure on s'endette et la charge de la dette qui pèse de plus en plus, ce qui nous rend d'ailleurs de plus en plus esclaves de la dette, ce qui explique toutes les politiques des réformes structurelles qu'on nous annonce pour mettre en place l'austérité. Et puis pas mal d'interventions par rapport au président Draghi, par rapport à Moscovici, par rapport au commissaire européen. Moi, j'ai un grand reproche à vous faire, c'est que vous ne fassiez pas vos interventions directement en anglais. Quand vous vous adressez à Mario Draghi, je veux dire, le fait de lui parler directement en anglais, franchement, ça aurait vraiment une autre allure, quoi. Ça aurait vraiment une autre allure, parce qu'entre le moment où vous parlez en français, il y a le traducteur qui traduit l'autre, qui prend son temps pour répondre. Il y a déjà 3 heures qui sont passées, quoi. Il y a un manque de spontanéité. Mais c'est la volonté même de l'Europe. Nous défendons la francophonie, et c'est pour ça que nos interventions se font en français. Et puis d'abord, on s'adresse à nos concitoyens français. D'accord, mais enfin bon, franchement, parfois ça mériterait quelques échanges directs en anglais. En tout cas, sur ces bonnes nouvelles, donc, selon Bernard Monod, entre 2017 et 2021, donc on a encore un peu, on a 4-5 ans là, 4 ans devant nous, donc il faut en profiter. Bernard Monod, merci à vous d'être venu de Bruxelles pour cette revue de presse. Gardons le moral. Gardons le moral. Il faut garder les patriotes le moral. Vont bientôt arriver au pouvoir. De toute façon, toutes les poussières finissent par retomber. Voilà. C'est la tour de Babel. La Révolution française, ils avaient les assignats, ça a fini par exploser. Napoléon a pris le pouvoir, il a supprimé la monnaie de singe, il a remis l'or. C'était pas compliqué. Voilà. D'ailleurs, vous avez 2 livres intéressants là-dessus. C'est de White et également ce qui s'est passé sous John Law. C'est très très intéressant parce qu'on vit exactement la même chose en ce moment. Voilà, chers amis de John Law et des assignats, merci à vous. Nous vous embrassons bien fort et à bientôt pour une prochaine revue de presse. Et rendez-vous bien sûr tous les lundis sur la revue de presse de quotidien.com. Merci à vous et mes amitiés à votre ange gardien.